enfance ou dans votre famille, les émotions. C'était bien de montrer ses émotions, c'était pas bien. Il fallait toujours montrer les mêmes émotions. On disait rien, on ne parlait pas. Il valait mieux rien dire, il valait mieux faire semblant. C'est quoi, qu'est-ce qui vous a, comment on pourrait dire ça, hein, qu'est-ce que vous avez engrammé en vous, tellement qu'on ne le remet pas en question, parce que c'est notre façon de vivre, en fait, oui. Parce qu'au moment, on se dit, mais j'ai l'impression que c'est là, c'est l'effet miroir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou quelque chose qui, vous voyez. Mais qu'est-ce qui ne va pas comme ça? Qu'est-ce qui cloche? Et là, on commence à se dire, mais en fait, je fais ça tout le temps, mais pourquoi je fais ça? J'avais jamais vu ça comme ça. Ça s'est déjà arrivé de vous rendre compte de ça, hein, même, sans forcément pratiquer d'ailleurs, mais d'autant plus quand on pratique ou quand on fait un chemin, où on se donne déjà soi-même dans l'inconscient, on se dit, maintenant, il va falloir que tu vois les choses comme elles sont. Attention, c'est ce que vous dites à votre inconscient. Hein. Vous comprenez? C'est-à-dire que si vous dites ça à votre inconscient, ben forcément, il va vous montrer des choses. C'est ça qu'on fait. Hein. Quand on médite, hein, on est dans la respiration. Et le champ s'ouvre un petit peu plus, oui. Il y a moins de résistance, on va dire, moins de frontières. C'est un peu plus flou. Hein. Et donc ça veut dire que beaucoup de choses peuvent affleurer à votre conscience. Pas que dans l'assise, hein, bien sûr. L'assise, c'est un moment d'entraînement assis. Ça peut être à d'autres moments, soudain, les choses peuvent remonter, les choses vont être réintégrées, ou des graines vont se manifester. Les graines de votre grenier, de votre karma vont s'actualiser. Donc il y a de tout. Des fois il y a des mauvaises graines, des fois il y a des bonnes graines. Heureusement, vous êtes au courant. Vous êtes au courant que... Mais de toute façon, ça vous serait arrivé. Un peu plus tard, un peu plus tôt. Sauf qu'avec la pratique, vous accélérez des choses. Alors après, on peut se dire, ah ben oui, ben si c'est comme ça, je ne veux plus. Si c'est comme ça, je ne veux plus. Mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas enlever de la conscience, on ne peut pas enlever du soleil au soleil. On ne peut pas enlever de la conscience à la conscience. Une fois que vous êtes plus conscient, vous êtes plus responsable, et vous devez, là aussi, faire face à ce que vous avez demandé. Vous avez demandé moins de souffrance, plus de clarté, etc. Donc il y a un chemin qui mène à ça. C'est un chemin, hein, ça veut dire que ben, sur ce chemin, comme vous disiez, le scénario, c'est pas « Ah, j'ai demandé à aller mieux, à m'éveiller, ah, ben, je vais écrire le scénario. Hein. » Alors le scénario, c'est étape 1, tu t'éveilles, c'est merveilleux, tous les êtres te reconnaissent comme éveillé et te baisent les pieds, et c'est formidable. Deuxièmement, aucun obstacle ne vient plus vers toi, tu as tout contrôlé. Vous voyez bien que si vous essayez d'écrire ça, c'est intéressant. J'essaie d'écrire le scénario de mon éveil. Mais là, je vois que, attends, arrête. Bon, c'est le scénario de film hollywoodien ou quoi? J'essaie d'écrire un film. Mais tu sais bien que dans la réalité, ça va pas se passer comme ça. D'ailleurs, même dans les films, on le sait, parce que sinon, ça n'intéresse personne. Donc il faut bien qu'il y ait quelque chose qui fasse rebondir le héros au fond du trou. Les contes et les mythes nous parlent de ça aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas de chemin réel sans confrontation à la nuit que nous sommes, à la nuit obscure que nous sommes. Le chemin commence comme ça, en fait. Alors, la bonne nouvelle, parce qu'il y a plein de bonnes nouvelles dans tout ça, la bonne nouvelle, c'est que effectivement, nous pouvons faire quelque chose. Nous ne sommes pas victimes de ce qui arrive, de ce qui nous arrive. Nous pouvons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas changer l'extérieur peut-être, mais nous pouvons agir sur notre esprit, et en agissant sur notre esprit, ça a une incidence sur ce qui est l'extérieur aussi, l'environnement. Changez votre esprit, changez votre façon d'être, vos comportements, vos paroles, et donc ce qui revient change aussi. Ouais. Donc il n'y a pas
comment dire, si on prend le mot thérapie, non pas comme psychothérapie, mais comme pouvant inclure aussi le fait de fondamentalement nous soigner, donc on disait, de nos erreurs de perception, nos erreurs de cognition, qui est la base de toute souffrance. Et à l'intérieur de cela, nous allons avoir beaucoup plus de compassion aussi pour nos propres parties blessées, hein, que nous pouvons aller regarder avec peut-être des thérapies qui vont en ce sens, où j'ai là, il y a des constellations, ensuite il y a, même si nous travaillons les parties blessées, c'est aussi nourrir les parties de nous-mêmes qui sont des qualités qui sont déjà là, c'est-à-dire nourrir beaucoup le cœur. Hein, donc beaucoup de pratiques de gratitude, beaucoup de pratiques d'amour et de compassion, ça c'est essentiel, essentiel, essentiel. C'est la base. Si on veut soigner, se guérir, c'est vrai, c'est l'amour. Mais il y a beaucoup de blessures d'amour. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc le chemin qui mène à ça, c'est revenir vers soi avec beaucoup de gratitude, enfin la gratitude, et donc comme on disait, arriver à s'aimer tel que l'on est. Ouais. Alors, bien sûr, on est d'accord sur le principe, sauf que quand on regarde, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qu'on n'aime pas en fait. On ne s'aime pas. Ouais. Ou quelqu'un nous dit quelque chose, ça y est, on ne s'aime plus. On s'aime tant que l'autre nous aime. Mais dès qu'il te dit, hein, bah là, on ne s'aime plus. Il y a plein de moments où on ne s'aime pas. Non? Vous avez remarqué? Quelqu'un vous regarde comme ça, vous n'aimez plus. On est fragile, on est vulnérable. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de porter un regard bienveillant. Déjà nous-mêmes sur toutes ces parties blessées de nous-mêmes, parce que ça appuie peut-être aussi. Pour certaines personnes, ça ne sert à rien. Vous voyez, on est tous différents. Quelqu'un appuie là, bah, vous avez un bon ego, bien, on vous a toujours aimé quand vous étiez petit, vos parents étaient formidables, etc. Alors l'autre peut dire ça, ça ne vous touche pas. Mais peut-être que quelqu'un qui a une fragilité au niveau de l'identité affective, bah lui, il suffit de dire presque rien. Et ça y est, il est écroulé au fond du trou. Hein? Donc ça, nous devons connaître ça. Nous devons savoir nos fragilités. Nous devons connaître que quand ça appuie là, ça fait mal. Et pourquoi ça fait mal? J'ai compris maintenant pourquoi ça fait mal. Parce qu'il y a eu ça, ça et ça. Et que je travaille à me libérer de ça. Ouais? Donc cultiver beaucoup ces qualités-là, ça fait du bien aussi. Ça fait beaucoup de bien de se donner à soi-même ce que nous voulons recevoir en fait. Hein? En tant qu'être de relation, on est toujours dans donner et recevoir. Sauf qu'on attend de recevoir avant de donner. C'est comme l'histoire de la thérapie, de la méditation. Bon alors, est-ce que je dois d'abord... Quand j'aurai reçu, je donnerai. Mais ça ne se passe jamais comme ça. Donc, donnez ce que vous voulez recevoir. Et puis, il y a l'action. Ça, c'est le dernier aspect. Agir. Hein? Parce qu'on est des êtres d'action. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir comment faire, comment répondre à ce qui arrive vers nous. Ça, l'action. Qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais me comporter? Comment je vais mener à terme un projet, etc. Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je dois faire comme métier? Ou est-ce que je dois me reconvertir, etc. Donc l'action, c'est ce qui fait changer le monde aussi. Si on n'agit pas, il ne se passe rien. Moi, d'avoir une foi telle que vous soulevez les montagnes, enfin en général, me comptez sur ses petites mains, à l'instant. Donc, l'action nécessite une éthique. C'est-à-dire que l'action, ensuite, vient dans le déroulement de tout ce qu'on a dit précédemment. C'est-à-dire, vous agirez mieux si vous êtes plus clair sur ce qui se passe, d'accord? Que vous avez aussi résolu un certain nombre de blessures en vous, qui font que vous serez plus clair sur ce que vous faites, et que vous avez cultivé des qualités, que vous les cultivez. Oui. Des qualités qui sont des qualités spirituelles de fond. Hein, la joie, l'équanimité, la bienveillance, la gratitude, encore et encore et encore et encore et encore. Oui. Donc c'est l'action synchronisée. Bon. Ça, vous voyez, ces 5 axes, pour moi, c'est un mandala, centre la méditation, vision, reliaison, amour et adhésion, action synchronisée.
Donc c'est ce que je développe dans les différents week-ends que je propose. Et c'est aussi donc faire aller ensemble, donc à la fois l'aspect thérapeutique de la méditation de fond, mais aussi toutes les formes qui peuvent nous aider et en même temps nous donner de la créativité. Finalement, c'est parce que une fois qu'on libère en nous des parties blessées, on a naturellement beaucoup plus de créativité. Et donc ça peut se développer dans des temps précis. On fait des constellations, on fait des retraites de méditation aussi, etc. Donc tout ça, on dirait, prend sens et relié. Parce qu'on est des êtres, en fait c'est un peu un modèle de l'être que nous sommes. On n'est pas que des êtres blessés, on n'est pas que des êtres qui voulons méditer, on n'est pas que des êtres d'action, c'est un ensemble en fait. C'est qui est, on va dire, dynamique. Tout est relié. Hein. Si je veux agir mais que j'ai rien compris, je ne pourrais pas agir. J'ai besoin de comprendre. Mais si je comprends mais que j'ai aucune intuition de cœur, je n'arriverai pas non plus à prendre des décisions parfois. Et si je suis coupé de moi-même parce que j'ai trop de blessures, eh ben, je n'arriverai pas à agir non plus. Ou mon action ramènera de la souffrance, encore, mais voilà, je viens d'agir, et alors que je croyais que j'allais plus me mettre dans cette situation, ben voilà, nous, dans cette situation, qu'est-ce que je n'ai pas compris, qu'est-ce que je n'ai pas vu, qu'est-ce que je n'ai pas guéri, ce sont les questions qu'on doit tous se poser. Qu'est-ce que je n'ai pas vu, hein, qu'est-ce que je n'ai pas guéri, qu'est-ce que je n'ai pas cultivé assez, suffisamment, oui. Et qu'est-ce que je peux faire aussi, ça l'action envers soi-même. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux agir pour être plus dans la clarté, voir mieux les choses, guérir ce qu'il y a à guérir, les émotions, les blessures, cultiver aussi des graines qui sont bonnes, mais je ne cultive pas assez. Vous voyez, on est convaincu de l'amour et de la compassion, mais souvent on ne cultive pas. Donc quelles sont les pratiques qui vont m'aider à cultiver l'amour et la compassion envers moi-même, car c'est la base de toutes les relations. L'amour et la compassion envers soi-même amènent l'amour et la compassion dans les relations avec les autres. Et puis, comme on disait, voilà, arriver à avoir des actions qui aboutissent, des choses qui s'accomplissent. Alors, des fois dans notre vie, on a déjà fait, on en est fier, on en est heureux, donc ça c'est des bonnes choses, on a déjà accompli des choses, hein. On a déjà fait des choses. Mais il y a des choses qu'on aimerait faire, on se sent limité. Pourquoi on aime agir? Parce qu'on est des êtres de relation et de contribution. On est des êtres d'élan de cœur. C'est ça qui nous fait agir, ça qui fait qu'on est dans des associations, qu'on veut aider les êtres que nous sommes. On veut aider les êtres que nous sommes à mieux passer tel moment de sa vie, même à mieux agir, mais aussi à mieux mourir, etc. Donc, on est des êtres qui avons besoin que les autres aussi apprécient notre contribution. Vous voyez? Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Parce qu'on est sensible à ça. Alors, évidemment, on peut le faire sans que les autres approuvent notre contribution. Mais il se trouve que souvent, quand on agit, là aussi, en tant qu'être humain, on aime que les autres puissent dire, oui, ta contribution est la bienvenue. Non? Hein? Bon. Bon, je vous ai déjà dit pas mal de choses quand même, on va dire, sur thérapie et méditation. On va faire une petite pause parce que peut-être c'est un petit peu difficile là, d'être assis ce temps. Moi, j'ai un handicap. Voilà, donc ce que je vous propose là, c'est peut-être effectivement, si vous avez des... On va faire une petite pause, je ne vais pas en faire un temps de pratique, mais si vous avez des questions, des choses qui vous viennent, donc on peut en parler. On pourra Quand vous dites y revenir. Travailler sur soi, est-ce que quelque part il y a une espèce de grille qui pourrait nous aiguiller pour essayer de ne pas être dispersé ou pour nous aider à peut-être à focaliser, pour être plus efficace entre guillemets? Enfin, je sais pas, est-ce que... C'est là où on a besoin de comprendre en fait un modèle qui va nous aider finalement.
au sens où comment ne pas se disperser, être partout, bah, c'est de, comment dire, de comprendre la nécessité de se structurer à travers une forme. Par exemple, un modèle comme, je prends cet exemple parce que c'est celui que je connais le mieux, des 5 racines, c'est un modèle qui nous donne une structure. On sait quoi suivre et quoi faire. Les 5 racines. Ça s'appelle un enseignement en fait. Hein, c'est une discipline. Qu'elle développe. Ah, d'accord. Hein, c'est une discipline, c'est-à-dire comment je vais faire. C'est de la question qu'on se pose. Par quoi commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Bah, pour ça, il faut, comment dire, se rattacher à une structure qui existe déjà. C'est la seule façon de faire en fait. Justement, pour pas être comme un électron un peu libre, c'est bien la liberté, mais souvent ça veut dire que je ne sais pas où aller en fait. Donc il faut se rattacher à quelque chose qui nous semble bon pour nous, et le tester. Et là, on saura. Vous voyez, quand on entre dans une voie, on sait forcément par quoi on commence. De toute façon, là, par exemple, la méditation que je vous enseigne, c'est la base. Shinelakton, Shamatha Vipassana, développer la paix intérieure pour mieux voir la nature de ce qui apparaît en nous. Hein? Vipassana, c'est ça. C'est l'acton, c'est la vision profonde. La vision de la nature des choses transitoires, éphémères. Et après, je vous dis, bah, pratiquez ça. Pratiquez ça, ok, on est d'accord, je vous explique ce que c'est, vous le pratiquez, puis après vous me dites si ça va. C'est ok pour vous, si vous avez des questions. Et après, on voit si on passe à autre chose. On voit. En fait, c'est comme ça. Il y a des petits pas à faire qui, dans les traditions, c'est pour ça que ça s'appelle une tradition, sont, depuis des millénaires, très très bien rodés. On va dire, la pédagogie est très bien rodée. Par contre, il y a une pédagogie, mais chaque être est singulier. C'est pour ça qu'on a besoin de dire, bon, j'ai entendu cet enseignement, etc. Mais moi, j'ai compris ça, moi, j'expérimente ça. Et pour que la personne réponde au cas particulier que nous sommes. Parce que nous sommes tous un peu des cas particuliers, on va dire, quelque part. Et c'est tout. Et souvent, c'est pas grand-chose. Même souvent, il suffit de dire, ben voilà, je fais ça, ben très bien, continuez. Hein, c'est-à-dire que on a besoin comme ça de faire des petits arrêts. Vous voyez, comme quand on va faire des randonnées, ou on fait des petites pauses. Hein, des petites pauses, et puis, ah voilà, on discute un petit peu sur peut-être ce qu'on vient de voir dans le paysage, ou où est-ce qu'on va aller à nouveau. Ben, c'est pareil, en fait. Sur un chemin spirituel, ça s'appelle un chemin. De temps en temps, on fait des pauses, et ces pauses sont là pour nous ravitailler. C'est-à-dire, est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Ouais, ou pas? Mais si vous ne demandez rien, on ne vous dira rien. Hein. Ça, on n'embête jamais personne. Pas de problème. Vous demandez. Donc, la requête, c'est nécessaire. Ouais, c'est ça. Vous êtes perdu, vous demandez. Vous avez des questions, vous les posez. Vous y répondez. C'est comme ça qu'on avance, en fait. Ouais. Et pour ne pas se perdre, ben voilà, il faut se rattacher moi, je me rappelle quand j'étais allée... Voilà, j'ai entendu des enseignements pendant tout un été, Vajrayana. Et bien après, alors que j'avais déjà lu dans les bouquins, mais que c'était, ça me semblait immense, bah, après avoir entendu les enseignements, c'était très clair après. Donc on a besoin simplement d'écouter des choses qui vont poser des bases. Hein, c'est comme une maison, parfois on compare ça à une maison. On dit, il y a des pratiques et des enseignements. Il faut poser la base, parce que si tu mets un toit sans avoir la base, eh ben, les murs voilà, ne seront pas là, et donc le toit ne va pas tenir. Donc il y a des bases à mettre. Les bases, on les connaît pour quelqu'un qui a suivi les enseignements traditionnels, et c'est pour ça qu'il transmet, il connaît les bases. Il sait ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Donc c'est ça qui est on va dire, si on cherche, on va trouver une structure qui va nous proposer d'expérimenter certaines choses avec une certaine pédagogie, certain vocabulaire, etc. Et nous allons suivre cela un temps pour faire l'expérience. Suivre, ça veut dire je fais l'expérience, si j'ai envie, si ça me semble que j'ai envie de faire l'expérience. Et puis ensuite, je vois est-ce que ça me convient, est-ce que ça ne me convient pas. Mais là encore, c'est pas un catalogue, hein. C'est pas bon non, celui-là, non. Ah, celui-là, il a une bonne tête, je vais aller là. Catalogue des éveillés, ou catalogue de tout ce que vous voulez. Donc là encore, comme dans tout, il nous faut nous confronter à nous-mêmes. C'est-à-dire, se dire oui, je vais peut-être être un peu frictionné là, parce que tiens, j'entends ça, je comprends rien. Mais c'est arrivé à tout le monde sur la voie. Vous entendez parler du karma, c'est quoi ça? Mais vous n'avez pas besoin de ça pour pratiquer, vous comprendrez plus tard, c'est pas nécessaire.
En fait, il y a beaucoup de choses, c'est pas nécessaire de les comprendre tout de suite. Ça va s'éclairer petit à petit. Mais sachons qu'aujourd'hui, nous bénéficions quand même de beaucoup d'enseignants qui ont été à la fois abreuvés comment dire, d'une culture orientale, entre guillemets, puisque c'est comme ça que le Dharma est arrivé au début, et qui ont leur propre expérience d'occidentaux. Donc on a vraiment une grande chance au niveau des enseignements de pouvoir avoir accès à une compréhension qui nous est donnée de plus en plus clairement. De plus en plus clairement, il y a des possibilités de traduire des choses, et donc c'est pour ça que je pense que la méditation se développe autant, que l'intérêt pour tout ça se développe, parce que c'est de plus en plus clair, peut de plus en plus expliquer très clairement ce que l'on fait et où ça mène, etc. Donc comme c'est de plus en plus clair, ça, de plus en plus, ça s'intègre petit à petit en fait aussi à nos mentalités, à nos... Vous voyez, il y a des mots à une époque on ne les employait pas. Tout le monde s'en serait méfié, même méditation. Aujourd'hui tout le monde parle méditation. Ça n'étonne plus personne. La boulangère, mais plus personne. Le facteur. Bon, ça ne veut pas dire pourtant qu'il pratique, mais ça veut dire que ça ne se fait plus. Ah oui, d'accord. Oh là, surtout, il ne faut pas écrire méditation. Il y a encore peu de temps, des gens me disaient, ils travaillent dans des banques, etc. Ah non, méditation, non, je ne peux pas, tout ça. Puis en fait, maintenant, soudain, les choses changent. C'est ça aussi. Et maintenant, tout le monde est content de dire, ah bah oui, moi, mon coach, c'est un lama. Les temps changent, on ne sait pas pourquoi, oui. Mais à une époque, c'était, voilà, c'est comme ça, les temps changent. C'est parfois des choses comme ça en surface. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est, pareil, conscience. Avant, conscience, qui c'est qui aurait parlé de la conscience? Maintenant, c'est pleine conscience. Alors, tout le monde, la conscience. Et c'est ça, le terreau dans lequel on évolue, c'est la culture, c'est des mots dans lesquels on pense, ces mots nous influencent, etc. Il y a des mots qui disparaissent, ne sont plus investis, des mots qui sont investis à nouveau pour toutes sortes de raisons. Ouais. Et là encore, nous sommes intéressés, comme je disais, l'enseignement du Bouddha nous intéresse à travers une certaine optique. Dans d'autres pays, c'est d'autres choses qui vont les interpeller et les choses ne seront pas posées forcément au même endroit. Mais le fond est toujours le même. Le fond, c'est la souffrance. Oui, il y a la souffrance, un état de fait. Comment se libérer de la souffrance? Et c'est possible de connaître la libération de la souffrance, et les qualités de joie, etc., de paix, etc. Et en même temps, tout est impermanent fondamentalement, et il n'y a rien dans tout ce que nous connaissons qui soit permanent. Et bien que tout soit impermanent et vide d'entité, néanmoins, ça n'est pas le néant. C'est-à-dire qu'au sein de cette vacuité, nous sommes liés, reliés, interreliés, et ça justifie aussi le fait que nous ne faisons pas n'importe quoi. Parce qu'il y a le karma qui fait que nous sommes tous liés et reliés, donc ce que nous faisons a un impact sur nous et sur les autres. Ça, on peut le voir. Vous voyez, même quand je dis ça, à une époque, vous voyez, pareil, ça paraissait tellement loin des personnes. Ouais, le karma, c'était loin des personnes. Aujourd'hui, vous expliquez ça, je suis sûr que vous comprenez très bien de ce dont je parle. Beaucoup plus facilement qu'à une époque. En tant qu'enseignant, c'est ce qu'on remarque. On remarque qu'aujourd'hui, on peut dire des choses, surtout si on arrive à les dire clairement, et à partir du moment où on le dit, les personnes comprennent. Même là, je dis cause et conditions, j'ai dit karma après, mais je n'étais pas obligé de le dire. Et pourtant, c'est ce dont je vous parle. Ouais. Alors que si on dit un mot, parfois il bloque le mot. Il dit karma, ah mais c'est quoi ça? Ça n'a rien à voir avec moi, karma, c'est un truc oriental. Et si je vous dis, ce que vous vivez aujourd'hui, c'est les effets de cause et conditions que vous avez créés avant. Réfléchissez un peu, ça veut dire quoi? Ah bon? Je subis les effets de... Ah oui. Tout est cause et conditions. Hein? Cause et conditions intérieures, pensée, émotions, etc. Cause et conditions extérieures. Et là, vous comprenez très très bien. Si je vous explique tout ça, vous saisissez ce que je veux dire. Alors évidemment, on ne l'a peut-être pas comme ça, ça prend un petit temps. Aussi après, pour s'en souvenir peut-être. Mais assez vite, vous voyez très bien de quoi on parle. Hein, cause et conditions. Ça revient à l'exemple que je disais tout à l'heure. Si quelqu'un me demande de l'aide et que je lui dis que je ne veux pas l'aider, ben je crée des causes et conditions de me mettre dans une situation qui ressemblera à celle-ci à un moment ou à un autre de ma vie. Alors que sur le moment, quand je fais ça, j'ai toutes les raisons de me dire, mais je dois faire raison de faire ça. Oui.
parce que c'est moi, puis que l'autre est l'autre, et puis que j'ai pas envie de faire ça. Puis je me dis, mais c'est pas grave, ça n'a pas de conséquences. Mais si, ça a des conséquences. Enfin, du point de vue de Darman, on dirait, oula, on a pratiqué, oh, qu'est-ce que je viens de faire là? Oula, attention! Oui, bon, bah, en même temps, il faut se détendre aussi, hein, parce que c'est pas. Il va pas, le ciel ne va pas vous tomber sur la tête immédiatement. Juste un peu plus tard, maintenant, faut faire attention. Hein? Mais voyez, ça donne une présence. C'est-à-dire, à quoi je vais être attentif? Mais je vais être attentif que soudain, ce que je suis en train de générer en moi, ça a des conséquences. Ça veut dire, dans la vision, je vois plus loin que le bout de mon nez. Parce que souvent, je fais des choses et je ne vois pas les conséquences. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui nous inquiète. On dit, parce qu'on aimerait bien voir les conséquences de nos choix. Mais du point de vue de l'enseignement, on va dire, ben, regarde en toi. Là où tu es positionné quand tu fais ce que tu fais. Oui. Bon, tout ça reste très, évidemment, à expérimenter. Et en même temps, quelles sont les conséquences? C'est là où on parle parfois, on dit les Bouddhas ont la clairvoyance. Ben oui, pourquoi? Ben oui, parce qu'ils voient très bien que telles intentions auront telles conséquences, c'est tout. Ils en sont tellement clairement convaincus qu'il n'y a aucun problème. Ensuite, si tu agis comme ça, il y aura telles conséquences, c'est tout. C'est pas... Et puis voilà. Et puis si tu t'en réjouis, ça sera encore pire. Parce que dans le karma, il y a aussi ça. Ah, ben en plus, tu es content. Tu te réjouis que l'autre soit malheureux. Eh ben, très bien. Alors là, vas-y. Attends, rajoute parce que ça augmente au fur et à mesure qu'on se réjouit. Mais tu te réjouis du bien des autres, alors ça augmente aussi. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Non, parfois on peut être très superstitieux parce que ne négligeons pas que dans toute culture, il y a la superstition de base. Alors, il y a parfois des pratiquants des pays bouddhistes, ben, ils passent toute leur vie à purifier leur karma parce qu'ils sont ils solidifient énormément tout ça. Oui. Mais en même temps, c'est vrai aussi. Donc, nous, comme nous sommes dans des conditions relativement favorables, et ça, on y croit à moitié. On dit qu'on arrive toujours bien à se tirer des choses. Mais on devrait réfléchir plus. Vous voyez? Dans ce que vous avez dit. Ça aussi, c'est l'expérience qu'on a des choses. Ça n'a pas trop de conséquences pour l'instant. Ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il y a une conséquence? Hein? Est-ce que notre indifférence a une conséquence? On ne voit pas trop pour l'instant. On n'a pas été mis en situation que les autres soient indifférents à notre égard, même en tant que Français, en tant que peuple, par exemple. Réfléchir à tout ça. Alors c'est complexe, c'est-à-dire, évidemment, c'est pas tout noir ou tout blanc. Ça s'appelle la complexité, comme dirait Edgar Morin, c'est-à-dire les choses. Voilà. Mais dans cette complexité, à quoi on peut se fier? Ben, on peut se fier déjà, comme dit l'enseignement, reviens à ta propre conscience, à ta propre clarté, à ta compassion surtout aussi, à ressentir ce que tu ressens, ce que d'autres ressentent aussi, parce que c'est inséparable en fait. On ressent ce que les autres ressentent. C'est comme ça qu'on sait là où ils sont. Mais non, on ne le sait pas, en fait. Mais pour ça, il ne faut pas avoir peur de ressentir. On a peur de ressentir, on préfère fermer le rideau. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je voulais dire quelque chose. Oui. Vous avez dit, c'est très riche ce que vous avez apporté, mais il y a une phrase qui a, pour moi, particulièrement qui m'a sauté dessus, c'était donner ce qu'on aimerait recevoir. Oui, donner et recevoir. Alors ça, c'est très compliqué. Vous avez parlé aussi de l'inégalité dans laquelle on se trouve tous. On n'a pas tous reçu le même... on n'a pas tous été élevés de la même façon. Il y en a qui ont eu, vous le disiez vous-même, qui sont plus solides, d'autres plus fragiles. Vous avez parlé d'amour, on tourne autour des mêmes choses, mais pour quelqu'un qui n'a pas reçu ces bases d'amour, comment peut-on donner ce qu'on n'a pas reçu? Alors après, on peut examiner, là aussi il y a des pratiques, il y a pas mal de pratiques, il y a une pratique que j'aime bien faire aussi avec les personnes, pratique inspirée d'un japonais, qui travaille avec ça, particulièrement sur les personnes qui avaient commis aussi des actes assez terribles et qui n'avaient pas de... Finalement, ils avaient commis ces actes, parce que souvent quand on regarde au fond, ben, ils avaient l'impression, ils étaient blessés parce qu'ils avaient l'impression qu'ils n'avaient rien reçu. Donc, quand on a l'impression qu'on n'a rien reçu, on peut faire beaucoup de mal en fait aux autres, parce qu'on ne ressent pas leur souffrance, parce qu'on ne ressent pas sa blessure. Et donc c'est une pratique comme ça, on se dit, qu'ai-je reçu en fait. Première question, qu'est-ce que j'ai reçu?
Souvent, la première raison, on dit, mais j'ai rien reçu. En fait, quand on regarde, tu as reçu la vie. Tu as reçu la vie. Tu as reçu la vie à travers quand même deux personnes. Oui. On va dire, ah bah oui, mais quand même, c'était pas drôle après. Oui, d'accord, c'était pas drôle, mais il n'empêche que tu serais pas là aujourd'hui non plus si il n'y avait pas eu encore d'autres personnes dont tu as reçu des choses. Des personnes et aussi, on va dire, tout un contexte finalement. C'est-à-dire que si on détaille comme ça, on épluche, on finit par voir qu'il y a des petites pierres comme ça qui finissent par ébranler l'édifice. Et la gratitude, elle perce. C'est-à-dire qu'on dit, ah bah oui, j'ai reçu. C'est une pratique très puissante, hein, parce qu'on est souvent très amnésique sur ce qu'on a reçu. Ça s'appelle la gratitude. Hein, j'ai rien reçu. Attends, on va réfléchir à ça. Donc tu dis que tu n'as rien reçu. Bon, déjà là, si tu pars, c'est que tu as reçu quelque chose qui s'appelle un grand don, qui est la vie. Et on sait bien que d'autres n'y arrivent pas. D'autres meurent dans le ventre de la mer, ou d'autres n'y arrivent pas. Oui. Toi, tu l'as reçu jusqu'à maintenant. Alors, même si ton destin est terrible, peut-être, oui, tu as quand même ce potentiel qui est encore là. Donc, qu'est-ce que j'ai donné? Et puis là aussi, quand on est conscient de la souffrance que certains endurent, alors on peut aussi avoir de la gratitude. À la fois pour l'exemple que ces personnes donnent, des fois, du courage de vivre, ce sont des situations bien pires que les nôtres, et nous-mêmes aussi pour la chance que nous avons, là où nous sommes arrivés en tout cas, quelle que soit la façon dont nous y sommes. Donc la gratitude, c'est que nous sommes toujours dans donner-recevoir en fait. On est dedans tout le temps. Mais je suis bien d'accord que quand on regarde, on se dit, peut-être des fois il y a des déséquilibres. Il y en a un qui donne plus, par exemple dans une relation proche, et l'autre qui donne moins. Oui, donc ça va faire des déséquilibres en fait. Et ces déséquilibres, on est dedans, donc c'est difficile, on ne peut pas se positionner. Mais à un moment donné, on peut se dire, je peux décider de donner plutôt que d'attendre de recevoir. On peut décider de donner plus. Et quand on fait ça, ça arrange toujours les choses, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'on donne ce qu'on aimerait recevoir, plutôt que d'attendre de le recevoir. On le donne. Mais en le donnant, vous le recevez. Si vous avez compris la loi du karma, c'est très simple. Oui. Bon. C'est-à-dire que dès que vous décidez de donner, vous implantez en vous et vous êtes bénéficiaire de votre attitude, en fait. Vous ne faites pas pour ça. Mais soudain, vous comprenez que c'est simultané. Ce que je fais aux autres, je me le fais à moi-même. Mais des fois, on n'arrive pas. On est bien d'accord. Des fois, on n'y arrive pas, c'est pas grave. On retourne dans des conditionnements parce qu'on retourne dans des blessures, en fait. Toujours la même histoire. On est blessé, on le sait, mais voilà, c'est comme ça. Puis des fois, c'est la vie aussi qui nous amène à être dans des situations difficiles. D'être patient, donc il y a des qualités aussi. Pouvoir nous dire, là, je ne reçois pas trop, j'ai l'impression que la vie, elle me laisse un petit peu en plan. J'ai pas l'impression ou alors que je reçois que des coups. Si les personnes disent ça. Et que je n'arrive pas à les transformer en, fait, en opportunité. Donc, la patience est une autre qualité spirituelle très, très importante. Dans la vie spirituelle et dans sa vie aussi, en fait. La patience. La patience, ça fait que vous observez pendant que vous êtes patient. Ce n'est pas la passivité. Dans la patience, il y a beaucoup d'intelligence. Il y a beaucoup de... J'observe, je vois très précisément. Même si je ne peux pas bouger. Oui, il faut aider. Je voulais juste mettre un accent sur quelque chose qui me semble être en lien très puissant avec la gratitude, c'est l'humilité. Parce que, comme expliquait madame, c'est qu'effectivement, quand on n'a pas vécu ce qu'on aurait aimé vivre, et qu'on est dans l'attitude de dire « mais j'aimerais pouvoir donner, mais comme je n'ai pas reçu, est-ce que je vais pouvoir le faire ?» Et en fait, comme vous expliquez, qu'ils sont des bases fondamentales très simples, ne serait-ce que la naissance, c'est être face à l'humilité de la vie, oui. C'est tellement simple, tellement évident, tellement pur, qu'on finit par l'oublier, en fait. C'est ça le problème. Oui, bien sûr. Oui, oui. Enfin, moi, pour avoir vécu ça, parce que je comprends très bien ce que veut dire madame, c'est qu'il faut revenir aux choses fondamentales et aux choses à la base, quoi, en fait. Et ça, c'est pas facile. C'est pas toujours facile. Ce qu'on peut aussi se demander, hein, tout à fait d'accord avec vous, donc ce qu'on peut aussi se demander, c'est si je n'ai pas reçu de la part d'eux, parce qu'évidemment, c'est de la part de quelqu'un. Oui, si je n'ai pas reçu. Si on regarde, je n'ai pas reçu l'amour de mes parents.
ou particulièrement de ma mère ou de mon père, où c'était un amour qui était un peu névrosé, maladif, ou une pou... Alors justement, c'est vrai, pour quelles raisons eux-mêmes n'ont pas pu donner. C'est qu'eux-mêmes n'ont pas reçu non plus. Donc quand on arrive en fait à voir chaque individu, enfin détaché de la relation qu'on a, vous voyez, c'est-à-dire parfois je dis aux personnes, c'est de voir ses parents avant qu'ils aient été nos parents. Oui, même des fois comme des enfants, etc. Mais le voir vraiment en fait, pas juste dire oui, oui, d'accord, passer rapidement dessus. C'est différent de passer rapidement sur des choses qu'on sait vraies. C'est une autre chose que d'entrer à l'intérieur de soi dans le ressenti de ces expériences. C'est-à-dire, ben, je vois, il est là. Ça va? Vous fait mal? Non, ça va. Ouais. Je suis un peu... C'est la première fois depuis 2 ou 3 mois que je m'assois par terre. N'hésitez pas à prendre. Non, non, mais si j'ai pas mal. Non, pas du tout. Non. Ma femme. Comme tu as eu ton opération. Hein, donc on peut aussi, à travers, changer sa vision. C'est toujours pareil. Hein, on change sa vision et à ce moment-là, on se rend compte que d'autres non plus n'ont pas donné parce qu'ils n'ont pas reçu. Alors, après, ça n'empêche pas d'avoir mal. Hein, mais ça change la vision qu'on a En fait, des raisons pour lesquelles... En fait, souvent on dit, s'ils ne m'ont pas donné, ils auraient pu me le... En fait, on le reproche. Pourquoi? Si on reproche à quelqu'un, c'est qu'en fait, il aurait pu le faire. Et que s'il ne l'a pas fait, c'est ça. Il aurait pu le faire. Mais peut-être qu'il ne pouvait pas le faire, en fait. Mais ça, il faut beaucoup de temps aussi pour arriver à l'accepter. Ce n'est pas des choses faciles à accepter. Parce que ça a beaucoup, peut-être, conditionné aussi notre vie. Ce que vous disiez tout à l'heure, qui effectivement peut relancer une spirale de recevoir, c'est ce phénomène de cause à effet. Oui. Est complètement intimement lié, c'est-à-dire que plus je vais, sans attendre de recevoir, donner, les causes à effet, vous le disiez très justement, vont vous ramener des choses qui vont venir vers vous, qui vont être très bonnes en fait, vous allez recevoir ce que vous avez donné sans attendre. Ah oui, ça c'est vrai. Et c'est ça en fait. Et c'est un travail, c'est pas même un travail, c'est un état d'être. J'ai mis des années avant de comprendre ça. Mais je pense que c'est ça en fait, c'est une attitude. Une attitude. Attitude juste. Attitude juste. Ouais. Ce serait tellement simple sur l'histoire. Voilà. J'ai fait demander. Recevoir. Et l'abondance, c'est pas Mais je pense à la fois aux enfants qui ont été, qui sont là parce qu'ils ont. Je pense au viol par exemple. Des femmes qui ont été obligées de poursuivre leur grossesse jusqu'au bout et ces enfants sont issus d'un viol. Je me demande si ces enfants vivent plus tard, certainement peut-être qu'ils arrivent à aimer, la vie quand je dis peut-être belle et saine, mais quel travail il faut faire. Quel travail il faut faire en soi pour pouvoir créer quelque chose qui n'a pas été reçu au départ. En même temps, on a beaucoup de capacités de résilience en nous, on a beaucoup de capacités vraiment d'amour aussi. Je pense que c'est pas foutu, quoi. Au sens où, même maintenant, on nous montre que justement, vraiment, c'est, on va dire, enfin, là aussi, je vais prendre ces exemples d'aller regarder un petit peu dans le cerveau les traumatismes, etc. Et vraiment, on s'aperçoit que des traces peuvent disparaître aussi. C'est-à-dire que vraiment pratiquer, libérer des émotions, etc., travailler sur soi, ça a un impact en fait. Ça a un impact. C'est-à-dire que les choses peuvent rester des mauvais souvenirs, les choses peuvent rester des choses qui ont été... Mais on n'est pas obligé d'en être victime toujours, tout le temps. D'accord ? Et si on se ressent comme ça, ben voilà, il faut juste en prendre note. Je me ressens comme ça. Quelle est la raison pour laquelle je me ressens comme ça? Parce qu'il y en a eu d'autres qui ont vécu ça déjà avant moi. C'est toujours des histoires dans des histoires. Ça, on peut toujours aller regarder. On y trouvera toujours quelque chose.
à se mettre sous la dent pour éclaircir le tableau, on va dire. C'est surtout ça, parce que ça nous aide à comprendre. Ah oui, ben voilà, je vis ça et je ne l'avais pas vu. Et voilà. Et, mais en même temps, à côté, j'ai d'autres graines. J'ai des graines de nouvelles compréhensions, de nouvelles informations, vous avez tout à l'heure, peuvent venir. L'amour, même si je n'ai... Bien sûr, j'aurai une blessure affective, mais en même temps, souvent, c'est nos blessures qui sont la porte d'entrée aussi. Parce que quand les gens très blessés sont des gens très sensibles. Le Bouddha était un être très très sensible. On raconte que dans son enfance, une fois il a été tout jeune, il assistait au labour, etc. dans une fête. Il était comme ça, mis à l'ombre, sous un parasol, parce qu'il faisait très chaud. Donc c'était un enfant, puis il voyait les paysans qui labouraient, les bêtes, les chevaux qui suaient, qui étaient on va dire, en souffrance eux aussi. Alors il a vu aussi qu'en retournant la terre, on blessait des petits êtres dans la terre, etc. Donc on dit que très très tôt, il a eu des premières expériences, en fait, de réalisation de la souffrance, en fait. Oui. Et ces expériences sont revenues ensuite. D'abord, n'oublions pas qu'il avait quand même, il est né, il a perdu sa mère, enfin bon. Et c'est-à-dire qu'il y avait déjà au départ aussi, certainement, une sensibilité, une réceptivité à la souffrance. Tout ça... La question que ça existait ou pas, l'important historiquement, c'est pas vraiment la question. En tout cas, le propos, c'est de se dire que comment dire, un enseignement de sagesse qui nous propose de regarder la souffrance vient forcément d'un être qui lui-même a été extrêmement sensible à la souffrance. De toute façon, on ne peut pas développer la compassion sans être réceptif à la souffrance. Et souvent, c'est ce qui est le plus difficile à développer d'ailleurs dans une voie. Autant l'attention, ça va, pas de problème, mais la compassion, alors ça, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau, la compassion. La compassion, pas compasser, hein. La compassion, c'est toujours un mot un petit peu... L'amour, disons, si vous voulez, l'amour noble. Ce serait le mot qu'on traduirait du tibétain. La compassion, c'est un amour noble. C'est un amour qui s'adresse à tous les êtres. Hein. Il est noble parce qu'il concerne... tous les êtres et qu'il est inhérent à la nature aussi de ce que nous sommes et de toute chose. C'est pas juste un amour, il ne faut pas confondre l'amour dont nous parlons ici avec l'amour sentimental uniquement, hein, bien sûr, c'est pas ça. Enfin, ça peut en être une expression, hein, à dériver, mais ça n'est pas ce dont nous parlons là. Parlons de cette capacité du cœur de raisonner avec tout ce qui existe dans la manifestation. Humain ou pas humain, c'est d'être touché, en fait c'est d'être touché par le chant d'un oiseau, être touché par la beauté qui existe, être touché par simplement que le fait que les choses existent, c'est ce genre de sensibilité. Ouais. C'est tellement beau, non? La terre, ouais. Comment peut-on la détruire? Voilà. Comment ne pas voir la beauté? Si vous voyez la beauté, vous faites pas tout ça. Ouais. Ça c'est un grand enseignement aussi. Voir la bonté, voir la beauté. Ça va ensemble, en fait. La bonté voit la beauté. C'est la beauté simplement parce que les choses existent. Parce que c'est merveilleux que cela existe. C'est là que vous mettez l'accent sur quelque chose d'important, c'est que quand on évoque la vacuité, justement, l'existence, la pure fabrication de nos pensées et jusqu'où ça peut nous emmener avec la souffrance que ça peut nous apporter justement, cette pensée que nous véhiculons et que nous faisons vivre. Et vous étiez en train de parler de ce qu'on voit à l'instant. On devrait pouvoir juste dire c'est bien, quoi. Sans aller... Oui. Mais c'est tout un chemin. Ce serait tellement facile de... Mais... Les choses les plus simples, même quand on dit pas besoin de pratiquer, souvent quand tout est là, pas besoin de pratiquer, mais en même temps il faut beaucoup de pratique, longtemps de pratique, pour savoir que c'est pas la peine de pratiquer. Donc, et c'est vrai, c'est simple, bien sûr. Mais on n'y arrive pas, c'est trop simple. C'est trop simple, on est trop compliqué, on n'y arrive pas à toucher cette simplicité. De temps en temps, mais... Donc c'est pour ça qu'on a besoin de débroussailler un petit peu tout ce qui nous enveloppe, tous les voiles qui se sont mis comme ça, et c'est vrai de tous les êtres, ça s'est mis comme ça, à des voiles culturels, des voiles familiaux, des voiles cognitifs, des voiles karmiques, des voiles énergétiques, il y a plein de là. Et puis,
Mais rassurez-vous, hein, c'est pas nécessaire de, comment dire, là encore, de tout débarrasser. C'est une façon de dire néanmoins qu'on commence à impulser un petit peu de clarté dans le brouillard. Ouais, quelque chose comme ça. Ça perce, en fait. Peut percer tous les voiles d'un coup. Ouais. Il y a des percées. C'est pas des états continus, mais c'est des moments de percée. Voilà. Alors c'est vrai que, de fait, on est arrivé à presque les 5h moins 10, moins 5, comme ça. Mais je trouve que c'est bien aussi quand on se voit, peut-être, parce qu'on ne se voit pas beaucoup, on se voit après en juin, qu'il y ait quand même, voilà, que beaucoup de choses puissent être abordées, parce que ça peut nous nourrir, on pourrait réécouter, ça peut, voilà, vous pouvez en discuter entre vous, s'il y a des questions, et me les remonter d'une façon ou d'une autre, ou disons que c'est important de régulièrement, et c'est pour ça que ces temps sont importants, d'avoir une certaine compréhension, d'être nourri par des notions, de pouvoir faire des liens avec nous-mêmes, notre propre expérience. Ça nous donne confiance pour continuer, en fait, c'est ça, c'est nécessaire. On a tous vécu ça, c'est nécessaire. C'est stimulant, c'est inspirant d'écouter un enseignement, ça nous donne confiance en notre propre sagesse. Parce que c'est notre propre sagesse qui écoute ça. Hein. L'enseignement, c'est juste stimuler en nous, c'est possible, on peut changer des choses, on peut entraîner son esprit, etc. Voilà, et puis après, ben, on pratique la méditation, qui est la méditation de base, on va faire un petit peu ensemble après, hein, qui est de, comme je disais, pacifier l'esprit, ça commence toujours comme ça. Dans Vipassana, on va insister énormément sur le détail de toutes les sensations, etc. Mais c'est la direction dans laquelle aller. On est attentif à ce qui apparaît dans l'expérience, sensations du corps, que ce soit les pensées qui vont circuler, vagabonder, que ce soit les émotions qui vont nous effleurer. On ne fuit rien. Hein, dans un sutra, on dit quand le pratiquant est angoissé, il sait qu'il est angoissé. Quand il a mal au petit orteil droit, il sait qu'il a mal au petit orteil droit. Alors c'est des sutras comme ça, très ennuyeux en fait, mais ça n'arrête pas de répéter. Il faut voir qu'à l'époque c'était très oral, hein. Donc ça vous explique pourquoi aussi on n'arrête pas de répéter la même chose pendant... Parce que quand vous voulez faire étudier les sutras, alors c'est vrai que vous-même vous ennuyez un peu, il faut dire qu'au bout de 50e ligne où le pratiquant sait que... Mais si nous comprenons le contexte, ouais, dans lequel ça a été fait, et que finalement ça ne nous fait pas de mal non plus d'entendre les choses, et surtout ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand il se passe quelque chose, ne fuis pas. Il sait directement, il connaît ce qui arrive, il est attentif à ce qui arrive. Si j'ai mal, j'ai mal. Je suis pas en train de dire, oh j'ai mal, oh faudrait pas que j'ai mal, mais pourquoi j'ai mal? Oh ben finalement, non, je vais me couper d'avoir mal, je n'ai plus mal. Non, tu ne devrais pas... Oula, quelque chose comme ça, ouais. Donc, si une douleur arrive, si quelque chose de plaisant arrive, mais je ne suis pas en train de dire, oh, ça j'aime, enfin, je suis pas en train, ou je vois que je suis en train de faire ça. Et ça, c'est comme ça qu'on fonctionne habituellement. C'est le fonctionnement de la dualité. Dans la dualité, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime pas, et le reste m'indiffère. Et ça va de la sensation à plein d'autres choses, à tous les choix qu'on peut faire. Ça, regardez dans une journée comment vous vivez ça. Ça oui, ça non, ça je m'en fous. Qu'on ne me dérange pas. Oui. Mais c'est simple, mais c'est d'une vérité. Quand vous voyez ça après, vous voyez, l'enseignement, il a cet art, c'est la pédagogie. Ça, c'est de la grande pédagogie. De ramener à des choses simples, de toucher du doigt exactement le mécanisme. Voilà le mécanisme qui nous régit dans la dualité. Et regarde quand est-ce que c'est à l'œuvre, sous des aspects qui semblent ne pas ressembler à ça, mais si, c'est toujours ça en fait. Souvent, c'est toujours ça. Vous voyez ? Hein, le matin, vous levez, vous êtes en colère contre vous-même parce que vous n'avez pas envie que ce matin il pleuve, etc. C'est-à-dire, dès le matin, vous refusez, vous avez une aversion contre le temps, vous râlez donc contre vous-même. Ça commence mal. Bon, mais ça peut continuer bien. Parce que, heureusement, il y a une impermanence, donc ça change.
Et puis après, ah, c'est merveilleux, alors ah, c'est formidable, vous avez croisé quelqu'un, c'était bien, ah là là, puis vous commencez à vous attacher à ça, c'était bien, j'aimerais bien que ça continue, hein, ça. Et puis, dès que vous commencez à dire ça, vous savez que ben, ça, voilà, il va falloir passer à un autre moment. Le moment sera différent, oui, de toute façon. Et vous ne pourrez pas éviter ces moments-là. Donc, le rappel de tout ça, ça aide dans une situation. Je me rappelle de ça que j'ai entendu, enseignement. J'ai été convaincue sur le moment. Mais dans ma vie quotidienne, là, je vais mettre en application. Donc quand j'entends ça, c'est-à-dire c'est ça l'entraînement d'esprit. Plus je vais l'entendre, plus je vais le comprendre et essayer de le mettre en pratique. Et c'est comme ça que ça va changer les choses dans ma vie, sur place. Oui, c'est-à-dire, sur place, je vais me dire, mais là, je suis en train de faire quoi? Ben oui, là, je suis en train de me voir en train de refuser ça. Et je comprends que si je refuse ça, de toute façon, c'est toujours la même histoire. C'est parce que je ne veux pas rencontrer cette chose. Et pourquoi je ne veux pas rencontrer cette chose? Ça me fait souffrir. Ça m'est désagréable. Ça me met dans le rejet et l'aversion, etc., etc. Donc quand on commence à voir de cette façon sa vie quotidienne, alors l'enseignement peut vraiment nous aider dans une situation. Alors, au début, on sera maladroit, au début, et puis peut-être selon les situations, hein, il n'y a pas de... Mais le rappel pourra être de plus en plus rapide. Puis même si vous avez raté le coche, après vous faites peut-être, vous remettez dans la situation, vous dites ah oui. Moi je vous conseille c'est d'avoir un cahier quotidien. Moi maintenant je donne ça aux élèves qui me suivent. Je dis votre cahier, maintenant j'ai un beau cahier avec un beau crayon. Enfin le crayon je sais pas, mais en tout cas le cahier. En plus maintenant c'est la mode des cahiers, ça tombe bien. Vous allez n'importe où, il y a plein de cahiers, tout ça. Et donc le cahier, bah, c'est un peu le confident de la pratique aussi, c'est-à-dire noter ce qui se passe, écrivez, laissez des traces, vous voyez. C'est important de laisser des traces. Ça peut paraître scolaire, mais vous y prendrez goût si vous le faites. Tous les jours, un petit rendez-vous avec vous-même. Vous méditez et après vous écrivez dans votre cahier ce que vous avez besoin d'écrire, ou à n'importe quel moment. Vous l'êtes toujours avec vous. Et parfois, vous écrivez vos inspirations, parce qu'il y en a qui vont vous venir, mais vous allez les laisser passer. Alors, hein, des petites phrases qui vous inspirent, des petites phrases de génie, de rappel. Parce que là aussi, il peut se faire des petites phrases de rappel. Alors ça, après, c'est la pratique de Lojong. On avait fait un peu la fois dernière, non? Tonlaine. Je ne sais plus si c'est ça qu'on avait fait. Premier enseignement, on n'avait pas fait ça. Non. Mais en tout cas, il y a une pratique comme ça où on se rappelle, on a des maximes, des devises. C'est un petit peu comme les proverbes, quoi. Hein, bon. Sauf que, bon, la plupart du temps, c'est des croyances qui peuvent être négatives ou positives. C'est positif, tant mieux, mais c'est négatif, souvent aussi. Donc là, bah, on peut avoir des petits rappels. Change ton attitude sur place. Regarde quelle est ton intention. Et observe là où tu as mal. Observe ce qui te blesse dans une journée. Vous pouvez vous donner à vous-même. Aujourd'hui, ben, j'observerai, je serai attentive à quelle est, par exemple, entre l'aversion, l'attraction et l'indifférence, comment ces trois poisons agissent. Est-ce que j'arrive à les reconnaître? Le plus difficile étant souvent l'indifférence. Difficile à reconnaître, en fait. Mais j'essaie de m'entraîner, de voir. Alors, selon les tempéraments, vous allez voir, vous êtes des êtres passionnés, comme on est tous, en fait, mine de rien. C'est-à-dire, on va être très enthousiaste, après on va être très dans l'aversion, etc. On va vivre ça vis-à-vis de soi-même aussi, ses pensées, ses émotions, vis-à-vis des autres, vis-à-vis des situations. Donc on peut, en écrivant comme ça, en tenant un petit cahier, un rendez-vous avec soi-même en fait. Rendez-vous, on fait une petite évaluation, ce qu'on a à dire, et après vous le reprenez, vous voyez, et si vous avez des questions, vous les écrivez, si vous avez des choses qui vous arrivent, là aussi en le confiant au cahier, vous allez vous libérer intérieurement en fait. Vous allez faire de la place en vous. Vous écrivez, mais après peut-être d'autres choses à dire. Vous ne faites pas un ouvrage. Juste, vous dialoguez avec vous-même aussi, avec votre part de sagesse, mais aussi avec tout l'entraînement dans lequel vous souhaitez finalement être. Qu'est-ce qui était difficile? C'était pas. Et du coup, après, c'est facile de poser des questions et vous tenez un fil de la structure.
la structure. Il faut aussi créer le fil, vous, avec votre propre pratique, votre propre compréhension. Il faut créer un fil. Et le fil, c'est le retour sur le cahier déjà. Parce que la plupart du temps, on ne peut pas aller... Voilà, on n'a pas accès à un enseignement tous les 4 matins ou à quelqu'un qui va nous répondre. Mais on peut soi-même suivre comme ça sa progression intérieure. Donc le cahier, c'est une bonne chose. En fait. Ouais. Après, vous avez aussi la possibilité, alors là, je le dis parce que si vous êtes sur Internet, vous pouvez aller sur le site, il y a des programmes en ligne. Vous pouvez aussi, sur Facebook, je publie tous les jours des conseils au quotidien sur Lama Wangmo, hein, c'est ça. Voilà, parce que y a plusieurs adresses. Donc vous pouvez vraiment avoir accès à des choses qui vont, comment dire, entretenir ce que vous avez pu entendre. Hein, vous remettre dans l'énergie, si c'est nécessaire. Donc il y a aussi beaucoup de moyens aujourd'hui qui font que les liens ou les réseaux se tissent et se créent, même quand on n'est pas dans la proximité. Mais en même temps, c'est nécessaire quand même de se rencontrer de temps en temps. Parce que la présence vivante, évidemment, rien ne remplacera jamais ça. Ça, c'est sûr. Ça va? Est-ce que vous n'êtes pas trop fatigué d'être assis? Donc on peut faire un petit temps de méditation. On ne va pas faire trop long. Vous devez partir? Oui, pas de problème. On ne va pas faire très long.